Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Be Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui nous inspirent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une première invitée, Nina Raman, la reine du copywriting. Celle qui sait convaincre et vendre avec les mots, et qui en plus explose tout. Chaque semaine, elle écrit une newsletter lue par plus de 30 000 chefs d'entreprise et il y a une communauté de près de 50 000 personnes qui la suivent sur LinkedIn. Elle va nous raconter comment, quand on est enceinte, créer son entreprise et gagner 150 000 € de chiffre d'affaires ne s'y promenait pas. Mon deuxième invité est Pierre Matalki, créateur et dirigeant d'entreprise depuis plus de 25 ans. Pierre a toujours privilégié les projets aux potes, l'action à la représentation, l'aventure à la routine, la tangente plutôt que la route tracée. Et d'ailleurs, sa confiance en lui pourrait ressembler à de la folie. Imaginez, alors qu'il déteste la natation et a peur de l'eau, un jour, il décide de traverser l'Atlantique à la rame, sur les cannes et sur les cistoles. Et nous terminerons par la rencontre d'Armelle Garoger, une femme qui n'aime pas les étiquettes et qui ne veut rentrer dans aucun cadre. Pourtant, elle est lama du bouddhisme tibétain, productrice de télévision, auteure et conférencière. Sa devise, méditer, c'est donner des vacances à son esprit. Donc, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Et c'est parti pour 3 découvertes très inspirantes. J'ai le grand plaisir d'accueillir Nina Raman, la reine du copywriting. Elle nous apprend à manier le mot pour vendre et a créé un mouvement qui s'appelle Ramène ta presse pour apprendre aux jeunes femmes à s'exprimer sur LinkedIn. Elle va nous expliquer comment, en étant enceinte, elle a réussi à gagner 150 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois parce qu'elle s'est lancée dans la créateur économie. Donc Nina, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que ça veut dire et pourquoi? Exactement, merci Virginie. Je vais vous expliquer, je vais t'expliquer ce que c'est que la créateur économie. Alors la créateur économie, c'est une nouvelle manière d'entreprendre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas créer une start-up ou lever des fonds, c'est pas non plus créer une PME, investir et recruter. C'est une manière d'entreprendre qui est basée sur le fait de lancer son média, de prendre la parole. D'accord. Pourquoi elle a émergé? Parce qu'aujourd'hui, la barrière pour prendre la parole, pour créer son média, elle est de plus en plus basse. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on a besoin d'avoir 0 € pour constituer son média de prise de parole. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, je fais 1 million de vues sur LinkedIn, sur mes publications et sur mon contenu tous les mois pour 0 €. Et c'est normal, elles sont géniales. Merci. Pour 0 €. Et il n'y a pas besoin de permission pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études particulières. N'importe qui peut arriver et prendre la parole. Et c'est valable aussi sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, sur YouTube, il y en a qui peuvent prendre la parole sur dépasser ces barrières mentales en faisant plusieurs millions de vues. Et de la même manière, on pourrait avoir une newsletter dédiée à la crypto-monnaie de 50 000 personnes. Là, c'est vraiment des exemples concrets, réels, que je te cite et qui font partie de la créateur économie. Et donc, l'objectif, tu crées ton média. Au travers de ce média, tu crées une audience. Et derrière, l'idée, c'est de créer son business avec cette audience et ce média. Donc ça, c'est quelque chose qui est partagé par tous les créateurs de la créateur économie. Et parmi eux, il y en a qui, comme moi, entreprennent seuls. Et d'ailleurs, tu es enceinte. Exactement, donc je suis à 2 presque. Oui, qu'après de la femme. C'est ça. Et en fait, tu t'es lancée alors que tu as appris que tu étais enceinte. Exactement. Et toi, quand même, le truc tag de passer de 0 à 150 000 € ne s'y promenait pas de ton entreprise, mais comment c'est possible? Effectivement, tu as raison. Le jour
où j'ai appris que j'étais enceinte, je venais de démissionner, je venais de partir 2 semaines avant de mon entreprise. Donc ça a été un choc parce que souvent on se dit que pour entreprendre, que la grossesse, en fait, il vaut mieux être en CDI, il vaut mieux être stable, que entreprendre, c'est pas stable, qu'on ne peut pas se payer tout de suite. Donc c'est vrai que ça a créé une appréhension. Mais ça m'a donné surtout de la force, je pense, pour y arriver. Et comment j'ai fait? Donc effectivement, j'ai fait de 0 à 150 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires à peu près de 20 000 euros par mois, à peu près. Et ça a été possible parce que j'ai créé mon audience. J'ai une audience qui est à peu près de 50 000 personnes sur LinkedIn, qui fait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui me connaissent, qui connaissent mon contenu, qui me suivent, parfois depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans que je publie tous les jours. Ils me connaissent, ils connaissent mon expertise. Donc moi, je suis experte en écriture business. Ils savent ma pédagogie, parce que mon métier, c'est d'enseigner, et ils me font confiance. Et le jour où je me suis lancée, c'est un peu comme si j'avais la queue devant le restaurant. Ils m'attendaient, presque. J'exagère, mais c'est presque ça. Et donc, j'ai lancé mon premier produit, qui était un produit de coaching individuel. Puis, j'ai lancé un deuxième produit, qui était un coaching de groupe, avec que des femmes. Donc, on en reparlera peut-être après, mais en non-mixité. Et un troisième produit, qui est une formation en ligne. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui a été permis grâce au fait que j'ai pris la parole, j'ai pris, en fait, cette place-là, qui ne m'était pas donnée, parce qu'à l'origine, moi, je suis ingénieure en chimie. Donc, je n'ai pas du tout d'études. Quand j'étais petite, j'étais dyslexique. Donc, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, j'avais peur d'écrire. Et parce qu'aujourd'hui, on peut prendre la parole, on peut s'emparer de ces médias. Alors, moi, c'est LinkedIn, mais ça pourrait être YouTube, ça pourrait être TikTok. Facebook, voilà, exactement. Parce que ça, c'est possible. Aujourd'hui, démocratiquement, on peut s'emparer de ça sans avoir fait d'études, sans avoir fait de prépa, Cagne, Hippocagne ou d'autres écoles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as créé ce mouvement Ramène ta fraise. Mais alors, qu'est-ce qui t'a créé ce déclic et à quoi sert ce mouvement exactement? Oui. Alors que, comme je disais, on est censé être dans une prise de parole démocratique, les hommes et les femmes devraient être représentés de la même manière. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai été dans un classement des 10 meilleurs profils influenceurs LinkedIn. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 2 femmes, dont moi. Et là, je me suis dit, il y a quand même un problème. Et j'ai réalisé qu'en réalité, les femmes prenaient moins souvent la parole. Ou, quand elles la prenaient, elles engageaient moins, créaient moins de likes, moins de commentaires. Donc là, je me suis dit, OK, il y a un problème quand même par rapport à ce qu'on fait. Et j'ai créé un mouvement qui s'appelle le mouvement Ramène ta fraise, qui a été en fait créé presque malgré moi, parce que moi, j'ai juste fait une conférence où j'ai donné du contenu gratuitement en disant, voilà, je vais aider un maximum de femmes, c'est des gratuits, venez et je vais vous aider à prendre la parole sur LinkedIn, à prendre la parole avec l'écriture. Parce que moi, c'est mon domaine d'expertise. Donc je me suis dit, comment je peux aider ce sujet? Moi, les femmes, c'est une cause qui me tient à cœur. Donc je me suis dit, OK, comment je peux aider en donnant gratuitement. Et donc j'ai créé un jour un événement. Il y a eu 500 personnes et à partir de ces 500 personnes, elles se sont elles-mêmes auto-organisées. Et elles ont créé un groupe qui s'appelle Ramène ta fraise. Donc, moi, je suis l'initiatrice de ce groupe, mais finalement, c'est un mouvement, c'est une communauté qui m'a dépassée. Parce qu'en fait, le besoin est dingue. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu as envie de partager à toutes ces femmes qui n'osent pas s'exprimer sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux en général? Premièrement, je leur dirais de ne pas comparer leur intérieur avec l'extérieur des autres. C'est-à-dire? Ça veut dire que nous, on se sent souvent impostrice. On se dit, pourquoi moi je prendrais la parole? Pourquoi ce serait intéressant? Parce qu'on voit d'autres personnes et on se dit, elle, quand elle le fait, c'est super facile. Elle, quand elle le fait, c'est mieux que moi. Alors que celle qui le fait, elle aussi, elle a ses insécurités, elle aussi, elle a peur, c'est juste qu'elle le montre moins. Et donc, la manière de contourner ça, c'est d'aller voir des personnes qui font ce que tu aimerais faire et aller leur dire, OK, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as dépassé cette peur? Et ce que tu vas découvrir en faisant ça, c'est que, en fait, elles sont comme toi. C'est juste qu'elles ont dépassé ou elles ont appris à dépasser, elles ont appris à prendre la parole.
dans mon cas, moi j'étais très dyslexique, j'avais très peur de faire des fautes d'orthographe. Pareil, je prenais pas beaucoup la parole en public. Aujourd'hui, je suis ici, mais je dépasse toujours ces peurs-là. Et si aujourd'hui quelqu'un venait me poser la question, je dirais qu'il y a 5 minutes, j'étais derrière la porte et j'avais peur. Donc voilà, il y a aussi de comparer ce qui est comparable et de ne pas comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. Et la deuxième chose que je dirais, c'est de s'emparer du média, d'y aller, de prendre la parole, d'essayer, d'oser. Et au pire, bah rien. Si tu fais un post sur LinkedIn, que tu fais une publication, puisque personne ne te connaît, personne ne va venir te voir en se moquant de toi. En fait, les gens s'en fichent de ce que tu fais. Globalement, les gens ne se rendent pas compte, ne voient pas. Toi, tu vas voir, c'est comme quand tu trébuches dans la rue. Quand tu trébuches dans la rue, tu penses que tout le monde t'a vu. Mais en fait, les gens, ils sont sur leur téléphone, ils font leur vie et personne ne t'a vu. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est quand tu essayes quelque chose, c'est de se dire que pour toi, ça a de l'importance, mais pour le monde autour de toi, ça n'en a pas vraiment. Alors que si tu réussis, là, tu peux vraiment exploser. Ah, c'est ça. Et Nina, vraiment, mille merci pour ta prière, pour ce partage. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez cette peur de communiquer, de publier sur les réseaux sociaux, de suivre Ramène ta prière. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Et d'ailleurs, Nina, je crois que je ne peux que te souhaiter de très belles choses pour les semaines qui viennent. Ben, un grand merci et un grand merci de m'avoir accueillie, Virginie. L'homme qui va nous inspirer maintenant est Pierre Matalki. On l'appelle aussi le pirate. Et cet homme a passé 25 ans en entreprise en tant que créateur et dirigeant. Et un jour, il fait une rencontre complètement improbable dans la salonautique. Il se lance alors à défi fou. Traverser l'Atlantique à la rame, en solitaire, sans escale et sans assistance, alors qu'il n'est pas du tout marin ni sportif. Pierre, tu aimes à dire, rien ne peut de moi un aventurier. Je me suis autorisée à le devenir. Alors Pierre, s'il te plaît, raconte-nous tout ça, fais-nous rêver. Alors, faire rêver, oui, c'est vrai que j'avais rien à y faire. Tu disais, j'aime pas l'eau. Alors vraiment, j'aime pas l'eau. Hein. C'est-à-dire que dès que je vois pas le fond, c'est panique à bord et très vite requin à bâbord. Je suis un peu génération dents de la mer quand même. Hein. Donc forcément, ça revient assez vite. Mais c'est quelqu'un, en fait, c'est un copain à moi qui me dit viens sur le salon nautique, tu verras, c'est vraiment sympa. Donc je l'écoutais, mais moi, dans mon intention, c'était plutôt d'aller pour voir mon pote et boire des coups avec lui. Donc, je dois quand même l'avouer. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé sur le salon, j'en ai pris plein les yeux. J'avais jamais vu un bateau hors d'eau, donc c'est assez impressionnant. Mais à un moment, je découvre quand même un truc un peu bizarre, quoi. On aurait dit une bulle de Tintin, ça ressemblait à une aile d'avion, il n'y avait pas de mât. Donc je me suis vraiment... Donc c'est plutôt par curiosité, finalement, que j'ai été le voir. Et là, en fait, j'ai constaté qu'il y avait un poste d'aviron classique, comme un rameur dans une salle de sport, en fait. D'accord. Je me dis, c'est quoi ce machin? Et là, il y a un petit bonhomme qui vient me voir et qui m'explique ce que c'est. Aviron océanique pour traverser. Et là, je me dis, mais il faut être complètement taré pour faire ça, complètement cinglé, quoi. Ou alors, une force de la nature. Et c'est exactement les deux trucs que je suis pas, moi. Bah, vous voyez pas, mais je suis pas très costaud, hein. Je suis 65 kilos et je suis pas taré du tout. Et là, il me dit, bah non, moi, je l'ai fait. Donc, il y a 2 ans, et il avait 10 ans de plus que moi. Et là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible ce qu'il me raconte. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire à demi-mot que moi, en fait, je peux le faire. Bah oui. Tout simplement, quoi. Et donc Et là, je lui dis, mais en fait, tu te fous de moi, c'est pas possible. Et il me dit, bah si, regarde, moi, je l'ai fait. Et donc, toi, pourquoi tu pourrais pas le faire? Ça dépend que de toi. Et je me suis dit, ben, en fait, il a raison. Et donc, un mois après, quelque part, ce gars-là, en fait, il m'a fait un espèce d'électrochoc, une prise de conscience. Mais je me suis vraiment mis à rêver, quoi. D'aventure, de liberté, j'ai les yeux qui brillaient, quoi. Alors, je comprends que ça puisse pas faire briller les yeux de tout le monde. C'est sûr. Mais moi, oui, ça m'a fait le fait de relier 2 continents à la force des bras, seul, au milieu de l'océan. Waouh! Et donc, un mois plus tard, ben, je prenais la décision de le faire. Tout simplement. Donc, c'est vraiment une rencontre. Et donc, tu sais concilier le rêve et la réalité, et que ton secret, c'est l'audace. Oui, il y a une forme, parce que l'audace, finalement, c'est ce qui va te pousser. Cette espèce de petite folie. Hein, comme on dit, donc c'est un peu mélange de confiance, de courage, donc c'est ce qui va t'emmener vers là où tu n'oses pas aller.
Ce mot fameux oser, où je n'ose pas mettre les pieds parce que c'est que de l'inconnu, parce que c'est beaucoup de peur. En l'occurrence, il y avait aussi la peur de la mort, de la mer, enfin il y a beaucoup de peur. Donc oui, il y a cette espèce d'audace, mais en fait, une fois qu'il y a eu cette espèce d'audace, derrière, il y a beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de partage d'expérience, il y a beaucoup d'échanges. Et donc finalement, ce n'est pas une folie délirante. C'est vraiment juste ce petit truc, cette petite étincelle qui fait qu'on va allumer la mèche, quoi. Mais après, il y a beaucoup de gens pour vous aider quelque part à ce que vous appreniez, à ce que vous passiez de l'autre côté de la barrière pour atteindre finalement le rêve que vous vous êtes fixé. Mais ce n'est pas uniquement un rêve, c'est valable aussi pour des objectifs pro, c'est valable pour des objectifs perso, c'est valable pour beaucoup de choses, quoi, finalement. Et tu as un rapport assez particulier avec le risque. Mais alors, cette expérience-là, comment tu peux la transposer aussi à l'entreprise? Alors, en fait, le risque, à partir du moment où il fait vraiment partie, finalement, de ce qu'on vit au quotidien. La vie est pleine de risques. C'est-à-dire qu'on voudrait toujours nous faire croire, ou on aimerait bien, en fait, qu'on aille d'un point A à un point B en ligne droite, sans aucun problème, où tout se passe toujours très bien. Bon, ça n'existe pas. Voilà, malheureusement. Malheureusement, mais heureusement. Sinon, qu'est-ce qu'on s'embêterait? C'est vrai. Donc, ça fait partie du jeu. Donc c'est plutôt en fait la prise de conscience de ces risques, c'est-à-dire savoir qu'il y en a. Il ne faut pas se voiler la face, parce que derrière des risques, il y a des peurs. Donc c'est les traiter, les dépasser. Et pour ça, il y a plein de gens qui peuvent vous aider à ça. Ils ont les clés que nous, on n'a pas forcément. Donc, et donc c'est toute la préparation qui va derrière. Mais le risque fait partie intégrante de la vie. Donc le fuir ou ne pas vouloir, entre guillemets, l'accepter, quelque part, c'est refuser de progresser, d'avancer et de vivre pleinement, au fond, ce qu'on a envie de vivre, quoi. Quelle que soit la décision qu'on a prise. Parce que finalement, elle nous appartient, cette décision, de faire les choses ou de ne pas les faire, quoi. Risque ou pas risque. Mais effectivement, il y en a derrière, quoi. Mais à partir du moment où on les prend en considération, je dirais qu'il y a une manière, c'est presque les dédramatiser, en fait. Une fois qu'on sait qu'il y en a, c'est comment se préparer, comment s'entourer et comment emmener les éléments pour pouvoir faire face quand il y aura des risques. Même si on sait pertinemment que ça se passe jamais comme prévu. Voilà. Mais au moins, on est préparé à plusieurs possibilités et donc on est dans un état d'esprit qui est complètement différent, quoi. D'accord. Mais alors, Pierre, tu n'as pas fini de nous surprendre parce que tu as aussi réussi la diagonale des Puy à La Réunion. Et en fait, la folie quand même, ça semble être un de tes moteurs. Alors, quel est ton prochain défi dingue? Alors, le prochain défi ne va pas être ultra dingue, mais pour moi, il est assez important. C'est que je vais traverser en fait en courant toutes les Alpes. En fin juillet, début août, donc c'est sur une dizaine de jours. Ça fait 650 km, il y a beaucoup de dénivelé. Donc ça va plutôt être un voyage. Avec un copain, donc là le but c'est de le faire à deux ensemble, donc on va partager, donc c'est plus une aventure que quelque chose de fou, mais ouais c'est quand même entre 60 km par jour avec 3000 de dénivelé, c'est un gros chantier, mais qu'on fait, on y va sans objectif précis, si ce n'est que d'arriver en bonne santé, d'avoir profité en fait de tout ce qu'on a autour. C'est presque on va dire une pause. Une pause sur voilà, on a des vies, on les a tous qui sont extrêmement riches, parfois très accélérées, ou en tous les cas on a l'impression qu'elles le sont. On est beaucoup plus finalement accaparé par des éléments extérieurs. Voilà, c'est une manière aussi de remettre l'essentiel au cœur du dispositif. Tu sais que B-Smart est la chaîne des audacieux. Donc les gens qui nous regardent sont des audacieux. Et alors, qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux pour qu'ils rajoutent un plus à grande folie dans leur vie? Alors, audacieux et audacieuse. Audacieux, tout à fait. Alors, si j'avais, moi, c'est vraiment de ne pas hésiter à réveiller, on m'appelle le pirate, mais pas hésiter à réveiller, on a chacun un petit pirate au fond de nous. Mais c'est quoi, un pirate? Vous savez, c'est toujours celui qui te parle, qui te dit « t'aimerais bien faire ci, mais non, c'est pas bien, c'est pas raisonnable ». Voilà. De temps en temps, l'écouter, mais surtout le réveiller, parce qu'il sommeille en chacun de nous, et on n'imagine pas, en fait, jusqu'où il est capable d'aller, et surtout, tout ce qu'il est capable de faire. Et donc c'est important finalement de temps en temps et régulièrement de l'écouter, ce petit pirate, parce que c'est ce qui va vous permettre, en tous les cas, de dépasser ces fameux a priori et surtout d'aller au-delà de ce que vous pouvez même imaginer, quoi. Merci beaucoup Pierre, et je te souhaite plein de belles choses pour ta prochaine aventure. Merci à vous tous.
Ma dernière invitée est Hermès Garroger, une femme prédestinée. Elle a grandi au milieu des lamas tibétains et en est aujourd'hui la messagère. Elle-même devenue lama, elle démontre aujourd'hui qu'on peut parfaitement lier sagesse ancestrale avec vie active, ses valeurs avec l'univers de la télévision. Hermès, j'ai lu ton livre, Lama à 19 ans et après, que j'ai adoré. Quel parcours quand même de vie absolument dingue. À 15 ans, tu décides en fait de rentrer en méditation, en retraite budiste de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et tu as médité 14 heures par jour dans une pièce de 9 mètres carrés. Ce qui a fait de toi, finalement, la lama occidentale la plus jeune du monde. Quels sont les 5 points qui ressortent de cette expérience? Alors c'est vrai que résumer 3 ans de retraite, 14 heures de méditation par jour, ce qui équivaut à 16 000 heures de méditation au cours de cette retraite, c'est difficile de dire 5 points parce que j'aurais 1000 choses à dire, mais c'est vrai que quand je rentre en retraite à 15 ans et demi, ça me permet de développer des valeurs que les adolescents, petit à petit, perdent ou ne développent pas à cet âge-là. Donc c'est vrai qu'à 15 ans et demi, de développer la bienveillance, le respect, la compassion, l'amour, la tolérance, l'ouverture d'esprit, etc., c'est quelque chose qui m'a apporté énormément et qui est finalement le socle de ma vie, la base de ma vie. Ensuite, je pourrais dire la détermination, parce qu'à 15 ans et demi, partir, couper du monde, étant la plus jeune femme à tenter cette expérience à 15 ans et demi, sans voir mes parents, sans voir l'extérieur, sans nouvelles, il fallait une détermination incroyable. Qui t'a culotté. Oui, et être sacrément déterminée à 15 ans et demi, de se dire si, je vais me lever tous les matins à 4 heures, dormir assise pour garder la concentration de la journée, donc je dirais la détermination. Ensuite, je dirais l'introspection, un voyage à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on apprend finalement peu ou jamais. Et très tard. Ou très tard quand ça va mal. Et donc cette introspection, c'est un cadeau incroyable de se dire que finalement, le bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures, mais que tout est là, si on a su développer voilà, toutes ces valeurs, toutes ces choses positives. Je pourrais dire aussi les bienfaits de la méditation. C'est facile d'être bien quand on est assis sur son coussin, mais l'idée, c'est que la méditation déteigne sur la vie. Et face aux difficultés de la vie, les hauts, les bas, les obstacles, les souffrances. Et c'est bien quand les bienfaits déteignent vraiment sur la vie plutôt qu'être bien que sur son coussin. Et un dernier point, je dirais peut-être le contentement. Être bien où qu'on soit, puisque comme on est bien à l'intérieur, finalement, on me pose sur un plateau télé dans mon métier, je suis bien. Et on me pose au monastère, je suis bien aussi, donc bien partout. Et aujourd'hui, tu accompagnes des célébrités, des chefs d'entreprise. Quel enseignement leur partages-tu? Je dirais que vie active et pause méditative, c'est pas incompatible. C'est pas parce que ces célébrités ou ces chefs d'entreprise courent après le temps, courent après l'audience, courent après le pouvoir, l'argent, la notoriété, etc. Mais finalement, on peut aussi faire des pauses, mettre des parenthèses, des pauses méditatives dans son quotidien, dans la journée, pour un retour vers soi. Et finalement, on peut se dire que 3 minutes de pause, quelque part, s'arrêter pendant 3 minutes, c'est être encore plus effectif les heures qui vont suivre. Donc, apprendre à s'arrêter, apprendre à observer, apprendre à être bien à chaque instant. Et je pense que ce n'est pas incompatible pour un chef d'entreprise de faire des pauses et puis après d'être peut-être plus bienveillant, plus humaniste, développer des belles valeurs. Ce n'est pas simplement faire une pause et attendre que ça se passe. C'est faire une pause et développer quelque chose de positif. D'accord. Et d'ailleurs, une phrase te tient particulièrement à cœur. La bienveillance, c'est bien. La cohérence, c'est mieux. Oui. Pourquoi? C'est vrai que le mot bienveillance est utilisé partout. Oui. Entreprise bienveillante, chef d'entreprise bienveillant, tout le monde est bienveillant, on vit dans un monde bienveillant. Et quand on gratte un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu du marketing.
c'est un peu à la mode. C'était le mot le plus utilisé en 2018. Et finalement, la bienveillance, pour moi, elle est à plusieurs niveaux, envers soi, envers les autres et envers l'environnement ou ce qui nous entoure, les animaux, etc. Et quand on est aligné avec ces 3 formes de bienveillance, pour moi, il y a une forme de cohérence. Et cette cohérence, elle englobe tout, c'est-à-dire ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et quelqu'un qui est cohérent m'inspire tellement plus que quelqu'un qui se dit bienveillant. On ne dit jamais « je suis cohérent », on dit « je suis une personne bienveillante », mais on n'entend jamais quelqu'un dire « moi, je suis une personne cohérente ». Et pour moi, la cohérence, ça me touche tellement plus. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, pour revenir sur la méditation, tu as participé aux recherches de l'INSERM à Lyon sur justement la compréhension scientifique de la méditation. Et quelles sont les dernières découvertes sur le sujet? Alors c'est vrai que j'ai passé 6 jours à l'INSERM de Lyon, branchée un peu de partout pour explorer et voir si au cours de ma vie, avec 30 000 heures de méditation, est-ce que ça a modifié mon cerveau? Est-ce qu'il y a une certaine signature sur mon cerveau? Plus de compassion, plus d'empathie, plus de bienveillance, de concentration, de détermination, de créativité, etc. Et une des expériences qui était très importante, c'était faire la distinction entre la méditation sur la compassion et l'empathie. Et grâce à ces résultats qui sont analysés, on s'aperçoit que développer la méditation sur la compassion permet de mettre un filtre, alors notamment pour les aides-soignants, les personnes qui sont dans le corps médical, c'est de se dire si ces personnes développent l'amour à l'intérieur d'elles-mêmes ou la compassion, et de faire des gestes ou accompagner des personnes en souffrance avec compassion, finalement, elles prennent moins de souffrance que quand elles sont dans l'empathie. Et donc, les expériences que j'ai faites, c'était des méditer sur la compassion, parfois méditer sur l'empathie, tout en recevant des décharges électriques dans le bras et en regardant des images très violentes. Et tout ça pour analyser si je suis plus sensible à tout l'environnement extérieur sous l'effet de la compassion ou sous l'effet de l'empathie. Et en fait, on s'aperçoit que la compassion est tellement plus grande, plus forte, plus vaste, et elle nous protège. Ça met un certain filtre, et ça évite les burn-out, les dépressions, suicides, etc. Donc, c'est une vraie invitation à méditer encore davantage. Un petit peu, oui. Et tu es aussi productrice, et tu as décidé de recueillir la sagesse des plus anciens lamas. Et justement, est-ce que tu aurais une sagesse ancestrale à nous partager tout particulièrement? Alors, c'est vrai que le fait de travailler à la télé depuis 25 ans et en même temps d'avoir passé 20 ans dans le monastère et parlant tibétain, j'essaye de croiser ces 2 univers et je me dis, mais d'aller recueillir tous ces enseignements de ces derniers sages, parce qu'ils sont âgés, et de les recueillir en tibétain avec une authenticité, avec une simplicité, avec vraiment de cœur à cœur, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et quand je suis auprès d'eux, alors j'ai grandi auprès d'eux, mais des enseignements, j'en ai à travers leurs paroles, à travers le corps, la parole et l'esprit, c'est-à-dire à travers la manière dont ils pensent, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils agissent, avec des gestes tout doucement, à marcher tout doucement, à être dans la douceur, dans la tendresse. Et je dirais que ce n'est pas forcément un enseignement en particulier, c'est de les observer et de dire, OK, il a parlé de compassion, assis sur le trône, dans le temple, mais au quotidien, comment il vit la compassion? Comment ce maître vit la bienveillance? Comment le Dalai Lama vit le respect, la tolérance, etc. à travers ce qui s'est passé, par exemple, au Tibet avec les Chinois? Et d'observer, de dire, lui, il est vraiment cohérent. Et cette cohérence, elle me touche. Donc, c'est mettre du sens dans sa vie. Et le Dalai Lama dit, quand on ne peut pas faire de bien, au moins, ne faisons pas de mal. Merci beaucoup, Hermès. Merci à toi. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Et à très vite pour la prochaine.